Alors, chers participants, chères participantes, à ce webinaire, à ce premier webinaire du baromètre, bonsoir à vous et bienvenue à ce rendez-vous d'échange, de connaissances, de partage de connaissances, d'apprentissage et ce rendez-vous auquel on vient pour se nourrir, pour apprendre, pour échanger. Nous sommes vraiment contents de vous accueillir à ce tout premier webinaire de l'année organisé par le baromètre et par l'Université Saint-Gobain. Il est 13h06 à ma montre en GMT+1 et nous vous proposons d'ouvrir la session, d'ouvrir les échanges à partir de 13h10. Donc, dans exactement 4 minutes, en attendant que d'autres nous rejoignent pour cette belle fête de la connaissance. Merci. Commençons. Alors, chers participants, chères participantes en ligne, bonsoir et merci encore pour votre présence, la massive présence que nous remarquons, que nous constatons en ligne à ce rendez-vous de webinaire organisé par deux grandes institutions. Il s'agit notamment de l'Institut africain de suivi et évaluation d'impact, des politiques, programmes et projets de développement et de l'Université Saint-Gobain. Et la thématique de ce webinaire de ce soir est « Fondamentaux pratiques du suivi et
évaluation et de l'évaluation d'impact. Et nous aurons la chance ce soir d'avoir deux éminents experts qui auront à nous entretenir, à partager avec nous des éléments d'apprentissage, des éléments techniques, mais également des opportunités dans ce domaine de suivi, évaluation et de l'évaluation d'impact. Ils auront à se présenter chacun tout à l'heure et auront à nous entretenir durant 1h30, auront également à répondre à vos préoccupations, à vos différentes questions. Donc, tenez-vous prêts pour en profiter autant que possible. Avant d'entrer dans cette session, il est important de rappeler certaines règles qui nous permettront de pouvoir profiter pleinement de cette séance. Et l'une des règles majeures est la gestion des micros. Nous voudrons donc indiquer aux participants en ligne de bien vouloir fermer leur micro quand ils n'ont pas la parole afin d'éviter les interférences. Et quand vous voudrez prendre la parole durant la session de questions-réponses, vous voudrez bien lever la main pour que la parole vous soit donnée afin que vous puissiez poser votre question ou même si c'est un commentaire, vous puissiez le faire. Et dès que vous finissez de le faire, vous voudrez également, bien entendu, fermer votre micro. Donc, voilà la règle majeure que nous aurons à respecter tout à l'heure. Et bien entendu, ces échanges se feront dans le respect des opinions et le respect des positions des uns et des autres. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser d'abord la parole aux panélistes pour qu'ils se présentent. Et je voudrais donc inviter M. Deogracias Ndolo, le docteur Deogracias Ndolo, à bien vouloir se présenter et à sa suite, M. Gaël Bonsou, qui aura également à se présenter. M. Deogracias Ndolo, vous avez la parole. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Madame Candide Tamadaro, chers participants à ce webinaire, chers collègues panélistes. C'est un réel plaisir pour moi d'être invité à partager avec vous des éléments relatifs aux fondamentaux pratiques du suivi et évaluation de l'évaluation d'impact. On m'appelle Deogracias Ndolo, j'ai fait une thèse de doctorat en économie de développement. Je suis le directeur du baromètre. Merci. Merci, Dr Deogracias Ndolo, pour cette belle présentation. Nous allons à présent laisser la parole à M. Gaël Bonsou pour sa présentation. Monsieur Gaël Bonsou, vous avez la parole. Merci. Merci, cher Candide, cher Deogracias, mesdames, messieurs les participantes, bonsoir. Je suis Gaël Bonsou, je suis directeur du développement et de l'entrepreneuriat à l'Université Senghor. L'Université Senghor à Alexandrie, en Égypte, qui est une université internationale de langue française pour le développement africain. Je suis notamment en charge donc de la mise en œuvre et du pilotage d'un portefeuille de formation courte, certifiante et également d'un nombre de projets portés par l'Université Senghor en partenariat ou grâce aux subventions donc, de différents partenaires. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous pour donc discuter de cette question spéciale de suivi d'évaluation et donc de l'évaluation d'impact, donc des projets et pour. Merci beaucoup de votre attention. Merci également à notre cher panéliste, M. Gaël Bonsou, pour sa présentation. Alors, les présentations étant faites, chers participants, chers participantes, et bien vous installer, attachez vos ceintures, puisque nous allons sans plus tarder décoller et pouvoir concrètement démarrer cette séance. Alors, ma première question qui ira à l'endroit de M. Deogracias Ndolo sera celle de l'inviter à nous présenter un peu l'importance du suivi évaluation dans la prise de décision. Monsieur Deogracias Ndolo, vous avez la parole. Merci. Merci bien, Madame Candide, pour cette toute première question. Et, en réalité, cette première question fait appel à tout le sens
de l'importance du suivi et l'évaluation dans la conception, dans le suivi, l'évaluation des politiques publiques qui sont mises en œuvre pour améliorer le bien-être de nos populations. En tant que tel, il faut indiquer que dans tout processus de développement, la question majeure qui nous guide est de pouvoir déjà identifier les vrais problèmes qui se posent et dans leurs priorités et dans leur ordre de priorité. Et donc, dans ce processus d'identification, il y a lieu d'utiliser des outils d'une discipline que nous appelons le suivi et évaluation afin de procéder à une bonne identification. Et si les problèmes sont bien identifiés et priorisés, conformément bien sûr à des démarches méthodologiques, on arrive à la deuxième étape qui est de pouvoir formuler des politiques publiques, de pouvoir formuler des programmes et projets qui pourront résoudre le problème ou les problèmes identifiés en vue du bien-être des populations. Et c'est là où également l'on a besoin des outils, des mécanismes, des approches, des techniques de la discipline que nous appelons le suivi et l'évaluation. Donc, au cœur de la formulation des politiques publiques, des programmes et projets de développement. Et une fois que l'on va adopter une politique publique, que l'on va adopter un programme ou un projet, il faut lancer sa mise en œuvre. Et durant ce processus de mise en œuvre, là également, le suivi-évaluation s'invite parce que nous aurons besoin de données, nous aurons besoin d'analyser, nous aurons besoin de prendre des décisions. Et dans la mise en œuvre des politiques publiques, des programmes et projets, le suivi-évaluation s'invite en se décomposant. Ça se décompose dans un premier temps. Le focus sur le suivi le caractérise en ce sens que, un peu comme un tableau de bord, l'on essaie de suivre ce qui se passe durant la mise en œuvre. Mais après, ça prend son deuxième corps qui est le corps de l'évaluation. Et vous aurez là, la plupart du temps, les évaluations de performance, les évaluations de processus qui vont se mettre en place et éventuellement les évaluations finales qui vont aussi se dérouler. Et là arrive un moment où on peut faire appel à une troisième composante qui, en réalité, est imbriquée dans la composante de l'évaluation. Il s'agit de l'évaluation de l'impact de ce qui se serait passé durant la mise en œuvre de l'intervention. De l'intervention étant ici la politique publique, le programme ou le projet. Et l'évaluation d'impact se distingue un peu des autres formes d'évaluation pour plusieurs raisons que l'on peut avoir l'occasion d'approfondir dans des cours spécialisés ou dans des formations modulaires de renforcement des capacités. Et quand vous auriez fini de faire du suivi, de l'évaluation, soit durant la mise en œuvre d'une intervention ou après la mise en œuvre d'une intervention, et vous arrivez à un moment où il faut bien capitaliser les leçons apprises. On capitalise pour faire du réajustement, d'accord, de la politique publique elle-même, du programme ou du projet qui aurait été initié ou formulé dans ce que nous avons appelé ici la deuxième étape. C'est ainsi que le suivi-évaluation et les suivis évaluatrices et évaluateurs se trouvent au cœur de la décision publique, au cœur du développement. Et notre fonction, le travail que nous faisons est transversal à toute étape du processus de prise de décision pour le développement. Voilà la réponse que je peux donner à votre question. Merci. Merci, Dr Ndolo, pour cette belle entrée en matière. Et nous n'allons pas rester dans les préliminaires ainsi présentés, mais nous allons davantage approfondir cette thématique du suivi-évaluation, mais également de l'évaluation d'impact. Alors, à cet effet, ma deuxième question à votre endroit est la suivante. Quels sont donc les fondements conceptuels du suivi-évaluation? Très bien, merci. Je projette la slide suivante pour indiquer que, en matière de fondement conceptuel, il faut déjà garder à l'esprit ici ce que nous appelons, ou ce qu'on pourrait appeler le tridome au cœur de l'évaluation. Ce tridome, il présente une interconnexion entre la théorie du changement que l'on veut apporter, le cadre logique dans lequel l'on veut se situer pour apporter ce changement
Et enfin, il fait un lien avec le cadre dans lequel l'on ira mesurer les résultats du changement qu'on aurait apporté ou qu'on n'aurait pas apporté. Et ce tridium-là, sa première composante, c'est la théorie du changement. La théorie du changement, qu'est-ce que c'est? En réalité, vous pouvez la définir comme étant une certaine théorisation d'un changement que vous souhaitez apporter à un problème qui aurait été identifié dans la communauté. Un problème qui aurait été identifié dans une forêt, dans un écosystème, au cœur d'un cours d'eau, dans un quartier, sur un stade, à la fin d'un match de football ou après une finale de football d'une Coupe d'Afrique des Nations, etc., etc. Donc, on théorise un changement qu'on veut apporter et on décrit dans une forme de chaîne causale, donc d'un processus allant ou décrivant un processus de causalité en réalité, pour partir de quoi? Pour partir des ressources dont vous avez besoin pour apporter le changement. Et ces ressources, dans notre jargon, nous les appelons les intrants, d'accord? Et ces intrants, vous allez les utiliser à quoi? Donc, on fait l'interconnexion avec les activités auxquelles ces intrants vont servir. Et quand ces activités sont présentées, le lien suivant, c'est celui des résultats qui seront obtenus à la suite de la mise en œuvre des activités. Et en matière de suivi et évaluation ou dans notre métier, nous distinguons plusieurs niveaux de résultats parce que le développement, ce n'est pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Raison pour laquelle nous distinguons les résultats de premier niveau qui sont des résultats immédiats, des résultats de deuxième niveau qui sont des résultats intermédiaires et des résultats de troisième niveau qui sont des résultats à terme. Et si vous voulez aller plus loin dans le jargon, nous allons parfois parler de produit, effet, impact. Et évidemment, si j'avais plus de temps, on pourrait creuser un peu plus pour mieux expliquer cette notion de théorie du changement. Mais son illustration vaut bien la peine et c'est ce que je m'en vais aborder dans le diapo là. Vous voyez ici, lorsque un problème d'accès à l'eau potable se pose, par exemple, dans une communauté, dans un département ou une commune du Sénégal, le décideur politique cherche à corriger cela en proposant, disons, la construction d'une infrastructure, comme vous voyez illustré. Mais à terme, lorsqu'on va mobiliser les ressources, donc les intrants, construire l'infrastructure, donc conduire les activités requises, sensibiliser les populations, on en arrivera à obtenir des résultats. Le premier niveau de résultat peut être que les populations ont accès à l'eau potable. Mais le deuxième niveau, c'est que les populations tombent moins malades. Et le troisième niveau serait que les populations ont un revenu lié, dont les dépenses de santé sont réduites. Vous voyez, c'est ainsi que nous illustrons une théorie de changement à travers ce que nous appelons la chaîne causale. Et cette première composante du tridium m'amène à parler un peu de la deuxième composante. Et je l'illustre dans slide. On peut avancer. Ici, c'est une chaîne causale illustrative toujours pour faire un transfert d'argent. Mais regardons le cadre logique. Quelle est la relation ou comment passe-t-on de la théorie du changement au cadre logique? Dans le fond, vous voyez, théoriser est l'espace le plus libre au monde pour décrire ce que la pensée, l'esprit voudrait voir arriver. Mais après, il faut bien définir un cadre dans lequel on veut mettre en œuvre sa théorie. C'est là où vous allez réaliser que le cadre logique, comme c'est écrit ici, c'est un outil de planification. De planification de quoi? De planification d'une intervention de développement. On ne théorise pas simplement. On veut intervenir, donc on crée un cadre logique qui va aider à formaliser la cohérence interne d'un projet, d'un programme ou d'une politique publique. Et en tant que tel, dans le métier de suivi et évaluation, le cadre logique est représenté par une matrice, un tableau, si vous voulez, pour faire simple. Un tableau dans lequel la première colonne décrit ce que nous appelons souvent la chaîne de résultats. C'est une forme de hiérarchisation des résultats. Et les résultats, on les obtient à partir d'activités. Raison pour laquelle la base, si vous prenez la première colonne qui est là, la base, c'est les activités.
Dans d'autres littératures, la base serait les inputs, c'est-à-dire les intrants. Et on fait l'interconnexion entre les activités pour aller vers les résultats, et les résultats vont conduire à un changement ultime que l'on souhaite. Et ce changement ultime, c'est l'atteinte des objectifs. Et quand nous disons des objectifs, on vient distinguer dans notre métier deux niveaux, les objectifs spécifiques et les objectifs globaux. Ainsi, la première colonne du cadre logique pour encadrer l'intervention serait les différents niveaux de la chaîne de résultats. Et pour nous, avoir une chaîne de résultats ne suffit pas. Nous nous intéressons dans notre deuxième colonne à savoir qu'est-ce qui va nous indiquer de manière objective et de manière vérifiable que les différentes activités ont eu lieu, les différents résultats sont obtenus. Raison pour laquelle la deuxième colonne vous présente les indicateurs objectivement vérifiables associés aux différents niveaux de résultats. Et puisqu'on est dans une discipline de gouvernance et de rigueur, la troisième colonne demande que l'on illustre les sources de vérification pour une tierce personne. Parce qu'il ne s'agira pas juste de déclarer ou de donner son opinion. Et en faisant tout ça, les suivis évaluateurs que nous sommes restent très réalistes de leur environnement. Raison pour laquelle on émet des hypothèses. Parce qu'on sait qu'aucun projet, aucun programme, aucune politique publique en tant que telle ne peut contrôler tous les éléments de l'environnement. L'environnement physico-chimique, humain, l'environnement des affaires, etc. C'est pas possible, n'est-ce pas? Raison pour laquelle on émet des hypothèses. Et plus loin, nous essayons de faire le suivi de ces hypothèses et de nous assurer que ces conditions sine qua non sont remplies afin que l'on obtienne les résultats, bien sûr. Et en lien avec le cadre logique, les indicateurs sont pour nous et dans ce métier critiques. Raison pour laquelle ils doivent avoir des caractéristiques. Et la plupart du temps, dans le langage, disons, classique ou courant, nous nous intéressons à des indicateurs SMART. Et c'est-à-dire objectivement vérifiables, si l'on veut faire simple. Mais quand nous disons SMART, c'est un sigle. Le S est pour spécifique, le M est pour mesurable, le A est pour atteignable dans le temps, d'accord? Le R, c'est un peu pour dire pertinent, d'accord? Et enfin, nous avons le T qui est le deuxième nom de Dieu, la dimension temporelle. Nous nous assurons que nous inscrivons tout ce qu'on fait dans la dimension temporelle pour savoir le premier niveau de résultat, on l'obtiendrait au bout de combien de temps, le deuxième niveau, le troisième niveau, les activités, ainsi de suite. Voilà la deuxième composante du tridium. Et à présent, je m'en vais parler un peu de la troisième composante du tridium. Il s'agit du cas de mesure des résultats. En suivi et évaluation, lorsque nous finissons de théoriser, de nous lancer dans les grandes conceptions, on revient un peu plus proche de la Terre, donc on quitte le ciel pour se rapprocher de la Terre. Quelque part entre les deux, on a un cadre logique pour planifier, encadrer ce qu'on veut faire. Et enfin, on descend complètement sur la Terre pour mettre en place un cadre de mesure des résultats. Vous pouvez aussi l'appeler le cadre de suivi des résultats que votre intervention de développement aurait généré. Et l'objectif premier, c'est de passer de la théorie à un usage beaucoup plus opérationnel. Ce que Socrate a dit, le déplacement de la philosophie du ciel sur la terre. Voilà un peu la troisième composante, et ça demande des outils, ça demande des capacités d'analyse, ça demande des données qualitatives, quantitatives, primaires, secondaires, des niveaux d'analyse de ces données-là en utilisant de la statistique descriptive, statistique inférentielle, des statistiques de modélisation aussi. Ça demande l'utilisation aujourd'hui de données, j'allais dire, les grandes bases, les grandes masses de données, l'utilisation de l'IA, etc., etc. Le cas de mesure des résultats, c'est là où les capacités techniques s'illustrent. Et c'est là où, si on veut utiliser un langage ordinaire, on dira, c'est là où on sait qui est qui et qui est devenu quoi et qui fait quoi présentement. Et son illustration
est projeté dans la slide suivante. Voilà. Vous voyez ici le cas de mesure des résultats dans un modèle amélioré va vous montrer bien sûr la chaîne de résultats, tel qu'on en avait parlé. Constatez qu'ici, à la base, j'ai mis ressources. J'en parlais un peu plus tôt. Ensuite, vous avez les indicateurs qui sont un ingrédient majeur. Après, vous avez la situation de référence. D'où sommes-nous partis ou d'où partons-nous? C'est ça, d'autres vont appeler les baselines, d'accord? Et on a après les cibles. Où est-ce qu'on veut atteindre à l'année 1 ou au temps T1, au temps T2, au temps T3, ainsi de suite. Et les sources d'information, les hypothèses sont là. Il y a un lien étroit entre le cadre logique et le cadre de mesure des résultats. C'est des choses que nous essayons d'approfondir dans des formations, d'accord? Et l'illustration que je fais ici, c'est l'interconnexion entre la chaîne de résultats, qui est un peu l'illustration de la théorie de changement, d'accord, le cadre logique et le cadre de mesure de résultats. Et dans ce cas-ci, on est en agriculture. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir? On veut une augmentation du revenu des agriculteurs. Mais pour avoir une augmentation du revenu des agriculteurs, on pense qu'il y a lieu de travailler à améliorer le rendement ou les rendements des cultures. Mais pour en arriver là, vous voyez l'effet de court terme, il faut que plus d'agriculteurs puissent utiliser des technologies améliorées. Et pour qu'ils puissent en utiliser, il faut bien que ces agriculteurs aient accès à des services d'extension agricole, le conseil agricole. Il doit en avoir encore beaucoup d'autres choses qui ne sont pas décrites dans cette chaîne de résultats, raison pour laquelle lorsque nous formons les évaluateurs, nous faisons appel à des notions telles que les hypothèses critiques qu'il faut prendre en compte. Nous faisons appel à des notions telles que la désagrégation des niveaux de résultats, ainsi de suite. Voilà, en slide, en quelques mots, j'allais dire, comment l'on peut présenter le tridrome théorie de changement, cadre logique et cadre de mesure des résultats, et quelques illustrations que nous en faisons. Madame Candide, à vous. Alors, merci beaucoup, docteur Kundolo, pour cette belle présentation, cet exposé qui nous montre la complémentarité, je dirais, entre la théorie de changement, le cadre logique et le cadre de mesure de résultats, non seulement, mais également l'importance de chacun de ces cadres-là dans l'évaluation des politiques publiques. Alors, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons pouvoir continuer ce webinaire en abordant maintenant les éléments liés à l'échantillonnage et à la détermination de la taille de l'échantillon. Alors, ces deux éléments sont quand même d'une importance majeure quand il s'agit de la validité des évaluations que nous faisons. Je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser nous présenter également des éléments de contenu que nous devons retenir en ce qui concerne, bien entendu, la détermination de la taille d'échantillon et le processus qu'est l'échantillonnage. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Oui, dans notre métier, lorsque l'on a mis en place les outils de planification, qu'on en a une bonne compréhension, j'allais dire, une des composantes essentielles et très critiques, c'est l'échantillonnage. Et ici, c'est plutôt un binôme, contrairement au tridôme que j'ai présenté plus tôt. C'est un binôme que je m'en vais aborder. C'est la nuance entre échantillonnage et taille d'échantillon. C'est deux choses différentes, mais qui sont critiques dans le travail que nous faisons pour assurer la validité et la robustesse des résultats issus du suivi, de tout processus de suivi et évaluation. En tant que tel, la première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi donc échantillonner? En fait, comme c'est écrit ici, il est rarement possible, d'accord? Même si c'est possible, économiquement, c'est pas souvent viable, d'accord, d'aller collecter des données sur l'ensemble des unités d'observation d'une population. Quand je dis unités d'observation, je veux dire les individus auprès de qui on peut observer le changement des indicateurs. C'est ça, nous appelons les unités d'observation en termes techniques. Et pour cette raison, on procède à l'extraction
ou l'identification d'un sous-ensemble de cette population auprès duquel on va collecter des données qui vont aider à la prise de décision ou à comprendre si le changement attendu, théorisé, est vraiment en train de s'opérer. Et vous comprenez qu'un tel processus d'extraction, de sélection ne saurait se faire sans une démarche scientifique qui va faire appel à quoi? Soit aux outils de la probabilité, et auquel cas nous disons qu'on fait un échantillonnage probabiliste, ou bien ne vont pas utiliser les outils de la probabilité, mais vont être plutôt rationnels, et nous dirons qu'on serait en train de faire un échantillonnage non probabiliste. Dans l'un ou l'autre des cas, l'échantillonnage va consister à extraire un sous-ensemble de l'ensemble afin de collecter des données là-dessus et pouvoir faire des inférences sur l'ensemble de la population. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant parce que dans ce processus, il faut pouvoir calculer la taille d'échantillon, donc la taille de ce sous-ensemble qui nous permettrait de dire avec assurance que le résultat obtenu, le changement obtenu reflète effectivement le changement qu'il y a dans la population. Et pour y arriver, il faut faire très attention à la marge d'erreur. Parce que plus la marge d'erreur souhaitée est faible, plus petite donc, il faut noter que vous aurez besoin d'une taille d'échantillon beaucoup plus grande qui se rapprocherait même de la taille de la population. Imaginez une ville comme Cotonou, d'où je suis en train de vous parler actuellement, avec 1,2 million, peut-être un peu plus d'habitants. Vous voulez apprécier le niveau de revenus des populations de Cotonou. Est-ce que vous allez vraiment collecter des données sur l'ensemble des populations, même celles qui ne sont pas dans l'économie formelle? Ce n'est pas évident. Donc, il faut échantillonner. Et pour échantillonner, vous pouvez prendre, je ne sais pas, 250, 248 personnes. Mais les 248 doivent avoir une composition. Vous allez prendre des hommes, des femmes, des jeunes, des adultes, des personnes à la retraite. Et donc, cette composition de l'échantillon que vous créez va, que vous le veuillez ou non, vous éloigner de la réalité fine qui est dans la population. Autrement, ce qu'on fait, c'est une approximation. Et cette approximation génère une marge d'erreur. Et plus vous voudriez avoir une marge d'erreur faible, c'est-à-dire, par exemple, je veux que ce que je vais trouver comme résultat soit à 99% près, valide. Il faudra alors avoir une taille d'échantillon. Si c'est à une population d'1,2 million, peut-être vous allez collecter des données auprès d'1,1 million de personnes. Ça devient un peu plus cher. Donc, attention, la marge d'erreur est très, très importante à justifier, documenter avant d'en décider. La plupart du temps, de manière classique, nous avons 3 niveaux en économie du développement. Le tout premier niveau, c'est 1% d'erreur. Le deuxième niveau, c'est 5% et le troisième, c'est 10%. Et après, vous pouvez procéder à autrement et choisir d'autres niveaux de précision et donc réduire ou augmenter votre marge d'erreur. L'essentiel, c'est de justifier. Toutes les fois où vous réduisez la marge d'erreur, vous augmentez votre niveau de confiance, l'intervalle de confiance dans lequel vous voulez vous situer. Et ça, c'est un paramètre aussi critique en matière de détermination de la taille d'échantillon. L'autre paramètre, c'est l'hétérogénéité. La taille d'échantillon est un peu moins complexe à déterminer lorsqu'on a affaire à une population homogène. Mais en développement, quelle population est si homogène pour que la taille d'échantillon soit simple ou ne demande pas un peu de complexité? La composition des populations présente une certaine diversité qu'il faut refléter dans les échantillons, raison pour laquelle l'hétérogénéité, et donc même plus loin, l'analyse d'hétérogénéité est un aspect clé dans le travail que nous faisons et il faut le refléter. Et enfin, je m'en vais vous donner ici une petite illustration, petit cas pratique pour indiquer que pour une population, par exemple, de 10 000 bénéficiaires, avec une marge d'erreur de l'ordre de 5%, d'accord, et un niveau de confiance dans les résultats que l'on veut obtenir, qui serait par ricochet de 95%, il faut par exemple un échantillon d'environ 370 personnes.
Mais ici, faisons très attention, nous sommes dans un cas où l'échantillonnage est plutôt probabiliste et porte sur un indicateur continu, appelons ça comme ça, d'accord, une variable continue. Okay? Et les formules pour les calculer varient. Si vous êtes en variable continue, en variable discrète, c'est pas toujours la même chose. Et l'exemple ou l'illustration que je donne ici est une illustration au cœur des données quantitatives. Au cœur des données qualitatives, l'expérience de l'échantillonnage est tout autre. Parce que dans l'effort de travail avec les données quantitatives, nous testons des hypothèses. Donc, nous faisons ce qui est appelé la ground theory. Mais dans l'expérience des données qualitatives, on va découvrir la réalité du sol, la réalité dans la population. Et donc, l'échantillonnage, ça se fait de manière progressive jusqu'à atteindre ce que mes collègues sociologues ou qui sont qualitatifs appellent le seuil de saturation. Et quand vous atteignez le seuil de saturation, la vérité que vous découvrez, le changement que vous découvrez dans votre population, donc dans l'échantillon de la population, reflète au mieux le changement qu'il y a dans la grande population elle-même. Et différentes techniques sont utilisées en méthode d'échantillonnage. Approche quantitative, vous avez des échantillonnages aléatoires simples. C'est considéré comme le point de départ, le B.A.B.A. Mais après, vous en avez aussi d'aléatoires stratifiés. Vous en avez par grappe. Vous en avez de façon systématique. Et vous avez aussi les échantillonnages raisonnés. Exemple, la fameuse boule de neige, les cas extrêmes, etc., etc. Voilà un peu les éléments liés à la connexion entre échantillonnage et taille d'échantillon. Mais pour aller un tout petit peu plus loin, au regard du temps limite que nous avons, en matière de taille d'échantillon, il faut noter que au fur et à mesure que la taille d'échantillon va augmenter, l'on va se rapprocher d'une précision de la réalité qu'il y a dans la population. Et cette réalité, le paramètre qu'on utilise souvent pour la capter, c'est la moyenne. Donc, plus la taille d'échantillon va augmenter, plus la moyenne que vous allez calculer à partir de l'échantillon serait très proche de la moyenne réelle qui est dans la population. Si vous avez fait un recensement général, quoi. D'accord? Et donc, autant que possible, nous cherchons à avoir des tailles d'échantillons suffisamment larges. Mais combien de fois est-ce qu'une taille d'échantillon doit être large pour qu'on dise que c'est suffisamment large? C'est ça qui appelle à des calculs, à faire appel à des formules. Et en termes d'échantillonnage par approche quantitative, puisque nous testons des hypothèses, l'illustration ici, c'est deux populations. Une population en rouge, une population en bleu. Et la population en rouge est la population dans laquelle il y a un problème. Donc, vous voyez à l'entrée là-bas, lorsqu'on avait identifié les problèmes, on a formulé une politique publique, un programme ou bien un projet. Donc, l'intervention de développement ira dans la population en rouge pour amener un changement qui fera que cette population en rouge, avec le temps, va avoir la distribution qui est projetée et qui est la population en bleu. Donc, c'est comme si vous voulez faire passer une situation d'un état A à un état B. Et c'est ça les interventions de développement des politiques publiques. C'est qu'on veut réduire la malnutrition. Donc, si le rouge illustrait la malnutrition, on passe au bleu en situation de bonne nutrition. Et donc, le gap, vous voyez le glissement de la moyenne de M0 à MDE crée un écart. Cet écart, nous l'appelons comment? Nous l'appelons l'effet minimum qu'on peut détecter du fait de l'intervention publique, du fait de la politique publique, du programme ou du projet. Et cet écart-là, statistiquement, il est représenté à deux niveaux. C'est-à-dire, on le capte dans un premier temps au niveau de la population de base qui n'a pas encore reçu l'intervention, donc la population en rouge ici, et on le capte avec la fameuse interconnexion de T de 1 moins alpha sur 2, parce que la distribution va dans les deux sens, multiplié par une erreur standard. D'accord? C'est ça qui capte l'intervalle qui est là, ou le segment, si vous voulez utiliser un terme un peu plus mathématique. Et le deuxième segment, il est capté plutôt par un fameux T de 1 moins bêta multiplié par une erreur standard. Et la somme des deux segments vous donne l'effet minimum détectable.
Et ça, c'est des choses que nous approfondissons durant les formations, durant les cours à divers niveaux, que ce soit dans les certificats ou pas. Et l'effet minimum détectable, on a ici maintenant, on quitte le niveau graphique pour rentrer dans le niveau de l'illustration arithmétique. Et on a le MDE qui est le minimum detectable effect, qui est l'effet minimum détectable, qui serait égal à quoi? À la somme de T de 1 moins alpha sur 2 plus T de 1 moins bêta multiplié par l'erreur standard. Notez que les fameux alpha, bêta, erreur de type 1, erreur de type 2, c'est des choses que nous ne couvrirons pas dans le cadre de ce webinaire parce que l'objectif n'est pas de descendre dans le magma, mais c'est juste de regarder le magma à distance. Et quand vous faites ce genre d'exercice, vous finissez par extraire le fameux N qui est la taille de l'échantillon, donc le nombre de l'unité d'observation que vous devez prendre en compte, auprès desquelles vous devez collecter des données dans votre sous-groupe ou dans le groupe qui vous intéresse en fonction du design que vous avez mis en place. Si c'est un design d'évaluation d'impact, vous devrez avoir tout au moins deux sous-groupes, d'accord? Si c'est un design essentiellement descriptif, voilà, vous prenez une même population et vous essayez simplement d'estimer la taille d'échantillon qu'il faut là-dedans. Voilà. En faisant cet exercice, il y a un autre niveau de complexité qui s'ajoute. J'en parle brièvement pour vous ici. C'est qu'en réalité, parce que nous travaillons à l'intérieur de clusters ou bien des villages ou des villes qui se ressemblent, ceux qui vivent à l'intérieur de ces clusters ont une certaine similarité. C'est ça que nous appelons l'intra-cluster correlation. D'accord? Leur similarité comparée à la similarité de, prenez Dakar, Dakar-Saint-Louis. Ceux qui vivent dans Dakar ont une certaine similarité, ceux qui vivent à Saint-Louis ont une certaine similarité. Et quand on compare les similarités entre les deux villes et à l'intérieur des villes, il y a la fameuse estimation, le paramètre qu'on appelle la corrélation intra-cluster. Et cette corrélation intra-cluster, on l'utilise, d'accord, on utilise l'effet qui lui est associé pour frapper la taille d'échantillon, donc, et améliorer un peu les estimations que l'on fait. Voilà autant d'éléments qui entrent dans le binôme de échantillonnage et détermination de la taille d'échantillon. C'est deux choses très différentes, complémentaires, que tout évaluateur devrait maîtriser. Et je suis sûr que plus vous en maîtrisez, plus vous êtes à l'aise. Les IA ne pourront généralement pas bien vous sortir toutes ces nuances, mais quand vous maîtrisez ces nuances, vous faites plus agir les IA aisément et vous en êtes maître plutôt que l'inverse. Et c'est pourquoi je vous encourage vraiment à investir de vos capacités pour comprendre ces notions et ces nuances-là. Voilà, Madame Candide, ce que j'ai à couvrir par rapport au grand monde de l'échantillonnage et de la détermination de la taille d'échantillon. À vous. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Mondolo, pour cet bel exposé. Et en l'espace de ces deux premières parties, vous nous avez offert une véritable boussole conceptuelle et méthodologique pour naviguer dans l'univers du suivi et de l'évaluation. Alors, sur les fondements conceptuels d'abord, vous avez mis en lumière ce que j'appellerais le tritium du suivi-évaluation, comme vous l'avez dit. Donc, il s'agit notamment de la théorie du changement, le cas de logique, le cas de mesure des résultats, qui, vous l'avez rappelé, sont trois outils distincts mais indissociables qui forment ensemble la colonne vertébrale de toute intervention bien conçue. Et sur la deuxième partie, sur la méthodologie, vous avez couvert l'échantillonnage et la détermination de la taille d'échantillon. Et à cet effet, vous avez accompli quelque chose de précieux. Il s'agit Allô, salam. Allô, bonsoir. Nous n'avons plus de son. Merci beaucoup.
Oui, effectivement, on a pris le son par ici, mais je pense que c'est Oui. un problème technique et Allô? que d'un instant à l'autre, Madame Oui. Candide revient. Allô, Oui, chers participants? Oui, c'est allez-y, bon. Candide. C'était une petite coupure, mais tout est revenu dans l'ordre. Et j'espère que M. Deoracias également a pu nous rejoindre. Donc, j'indiquais tout à l'heure que dans la deuxième partie, le docteur Mundolo a couvert les aspects liés à l'échantillonnage et à la détermination de la taille d'échantillon. Et à travers ces explications, nous a rappelé que l'on n'a pas besoin d'interroger 10 000 personnes pour tirer des conclusions fiables, mais à condition de maîtriser les trois leviers clés. Il s'agit notamment de la marge d'erreur, il s'agit du niveau de confiance, mais également de prendre en compte les éléments liés à l'hétérogénéité de la population. Et également, la notion d'effet minimum détectable nous a rappelé que la puissance statistique est une condition préalable à toute intervention ou à toute évaluation crédible. En somme, ces deux parties ont donné des clés pour bien penser une intervention et bien mesurer ses effets. Nous allons à présent glisser dans la deuxième grande partie de ce webinaire et à la suite de tous les éléments partagés avec nous par le docteur Mundolo. Nous allons à présent explorer ensemble avec M. Gaël Bonsou les possibilités, les opportunités que nous avons ou les opportunités disponibles pour davantage approfondir ces éléments qui ont été brièvement couverts tout à l'heure. Alors, je vais passer la parole au deuxième panéliste. Il s'agit notamment de M. Gaël Bonsou, qui va nous entretenir sur les opportunités que nous avons de disponibles pour renforcer nos capacités, si tant est que nous nous intéressons vraiment à tous ces éléments liés à l'évaluation, liés au suivi, liés à l'échantillonnage, à la détermination de la taille d'échantillon. Monsieur Gaël, vous avez la parole. Merci. Merci, Cheikh Candide, pour voilà, la parole donnée. Et merci hein, à Géographia pour cette présentation. On n'a carrément pas vu le temps passer, tant c'était intéressant et explicite à la fois en un temps si court. Avant de revenir voilà, rapidement sur les éléments de formation et d'opportunité, je voudrais m'attarder sur quelques éléments clés de ce que j'ai noté aussi, voilà, de ce qui a été présenté tout à l'heure comme des points d'attention pour introduire donc, ma présentation. La première des choses, c'est de dire que tous ces outils, voilà, tous ces concepts sont hérités en réalité donc de ce que nous appelons la gestion appliquée des résultats. La problématique est depuis, on va dire, si je reviens un peu dans le contexte africain, depuis les indépendances, on s'est rendu compte que nous n'avons pas une problématique de vision, nous n'avons pas une problématique donc d'idée de ce que nous devons réaliser. Et nous avons une problématique de résultats. Nous avons une capacité de transformer cette vision en résultats concrets, en changement, je dirais, pour les populations et pour les communautés. Et c'est là où la gestion plus des résultats, je trouve très intéressant comme méthode de travail. Une chose est de reconnaître que nous avons une situation problématique, ou plusieurs situations problématiques. Sur parlait donc de la partie identification, que ce soit en termes de politique ou de programme projet ou autre. Et cette identification est par rapport à un changement souhaité, à une modification qu'on veut apporter à la communauté, en tout cas aux populations. Donc, c'est important de comprendre ou bien insister sur l'idée d'identifier clairement ce que nous voulons transformer, ce que nous voulons changer dans la communauté et à partir de là, mobiliser les outils qui sont les plus pertinents pour pouvoir donc transcrire ce changement souhaité. Et on a parlé donc de théorie du changement et de cadre logique. Je voudrais insister sur le fait que ce ne sont pas des outils qu'on doit être opposés. On retrouve encore dans beaucoup de contextes une tendance à choisir l'outil que l'autre, alors que finalement, comme il a été dit, ce sont des outils complémentaires et qui visent et naturellement à préparer, à se compléter pour pas dire le plus fidèlement possible. Une chose est
ce qu'on veut changer, mais aussi et surtout comment est-ce que nous allons arriver à implémenter ce changement-là. Donc, la théorie du changement, donc, dire par rapport au contexte, par rapport aux réalités, par rapport au milieu dans lequel on se retrouve, comment est-ce qu'on va traduire la vision souhaitée en action, par étape, et étudiant donc le modèle des hypothèses. Toute chose qui demande technicité aussi, ce n'est pas juste il faut voilà, découvrir sur Internet, découvrir un livre pour lequel il faut maîtriser le processus qui peut nous passer donc, concrètement à la réalité. Et, avec en tout cas l'ajout moi les changements ou en tout cas les résultats qu'on va obtenir à chaque niveau, que ce soit au niveau des activités, au niveau donc des résultats immédiats, au niveau même de l'impact à long terme. Et je vais ajouter un élément aussi à ce niveau, sur le fait que dans beaucoup de types de gestion de projet, on se retrouve encore à considérer le suivi d'évaluation comme une étape voilà, du cycle et que voilà, on va arriver à cette étape. Alors qu'en réalité, si vous avez suivi donc l'exposé tout à l'heure, vous allez vous rendre compte. C'est bien. On est vous reçoit plus. Oui, j'ai l'impression que M. Gaël a perdu la connexion. Je ne sais pas si Mme Candide entend et éventuellement, le temps que M. Gaël se reconnecte, je voudrais bien embrayer pour indiquer que lorsque nous regardons la densité des fonctions et métiers en lien avec le suivi et évaluation, il n'y a aucun doute que quel que soit notre niveau de, j'allais dire, d'expertise actuelle, régulièrement et chaque fois, il y a du nouveau. Régulièrement et fréquemment même, il y a des techniques nouvelles, des outils nouveaux, ainsi de suite. Et c'est ça qui appelle à saisir les opportunités de formation, de renforcement des capacités. Et l'Université Senghor, aujourd'hui, en offre suffisamment, le baromètre également en offre, et de plus en plus, les institutions qui offrent les opportunités de renforcement de capacité apprennent également à collaborer, à travailler ensemble. Et c'est ce que M. Gaël s'en va vous présenter maintenant qu'il est aussi revenu. Donc, Gaël, je te laisse à nouveau la parole pour que tu nous parles des opportunités que Senghor offre, que le baromètre offre, et pourquoi ces organisations travaillent même ensemble. Merci. Merci. Merci, pardon pour la déconnexion. Voilà. Merci. Et donc, je vais donc enchaîner sur cette partie cruciale. Une chose donc est de reconnaître donc la nécessité donc d'avoir des profils qualifiés, outillés et qui vont prendre en charge en fait que ce soit les outils, que ce soit les méthodes, c'est pas juste les outils, mais c'est les méthodes de travail qui permettent donc d'aboutir à une qualité de résultat, une qualité de suivi et d'évaluation. Pour tout cela, il faut donc se performer. L'ensemble des sujets qui ont été évoqués ici font l'objet donc de parcours professionnalisants pour lesquels on peut donc se spécialiser. Et l'Université de Senghor aujourd'hui est un acteur qui s'intéresse particulièrement donc au renforcement du capital humain, donc des cadres de spécialistes africains par rapport donc à ces sujets de la coopération, du développement, de la gestion de projet et du suivi d'évaluation. Juste pour rappeler,
que l'université Senghor est une université basée en Égypte, à Alexandrie précisément, opérateur direct de la francophonie, c'est-à-dire un organe créé, conçu par les chefs d'État et de gouvernement membres de la francophonie et qui a une mission spécifique et doit renforcer le capital humain par donc des formations euh, ciblées pour les cadres africains et d'Haïti. Donc, l'Université Senghor délivre des diplômes et donc des formations continues. Donc, niveau master, niveau doctorat, mais aussi et surtout au niveau donc, des certificats, ce que nous appelons ici des certificats universitaires, donc de professionnalisme. Donc, c'est ce que nous appelons ici les formations. En termes d'abord, peut-être de revenir sur les formations de master. Donc, nous avons des formations de master pour lesquelles l'entrée se fait sur concours, donc en master 1 ou en master 2, donc dans différents champs que vous pourrez consulter sur le site de l'université que je vais mettre dans le chat tout à l'heure. En tout cas, nous avons quatre grands départements, donc la santé, l'environnement, la culture et puis le management. Management qui nous intéresse ici et ici notamment. Et donc, sur cette question, nous avons donc un ensemble de formations diplômantes et aussi de formations courtes, des formations certifiantes. Alors, chez nous, nous considérons donc les formations certifiantes comme des formations courtes destinées à des professionnels et qui leur permettent donc de certifier l'acquisition de compétences clés par rapport à des métiers ou à des domaines d'activité. Donc, ce ne sont pas des formations d'initiation, comme on dit formation certifiante, mais pour nous, ce sont donc des formations qui nous permettent donc, de certifier que voilà tel monsieur, telle madame donc est spécialiste qui donc que c'est un de compétences. Ce qui fait que dans la formation ou dans ce type de formation, ce ne sera pas des présentations voilà qui vous permettent donc de rentrer dans le jeu, mais ce sont des activités d'apprentissage qui nous permettent, je dirais même, de vous voir en situation. Donc, on certifie que nous vous avons vu en situation et que vous avez été en capacité de mobiliser les outils et donc les méthodes pour pouvoir répondre à une situation donnée. Donc, c'est cela une formation certifiée. Et à côté donc de ces formations certifiantes, nous avons d'autres formations, donc des formations qui ne délivrent pas forcément de certificat, ce que j'appelle les PLOM, ce que nous appelons les PLOM, donc l'équivalent en fait de l'UNIST. Donc, ce sont des cours en ligne, voilà, massifs pour voilà, tout le monde, toutes les personnes intéressées. Donc, pour ce type de formation, vous avez une introduction. Ces formations ouvertes en ligne sont complétées par des formations qui peuvent vous permettre donc d'acquérir, d'avoir une attestation de participation. Et puis, maintenant, des formations certifiantes qui certifient donc un certain nombre de compétences. Et sur cette question, je voudrais insister sur un ensemble de formations que l'université délivre et c'est-à-dire l'université elle-même, ou fait appel, donc, dans le cadre donc, de petits partenariats à d'autres expertises, notamment, par exemple, dans le cas d'espèces, à celui donc, de l'Institut de Baromètre, pour compléter, enrichir donc, son offre de formation et la rendre, je dirais, la plus pertinente possible par rapport aux besoins et aux spécificités des différents pays. Nous avons des formations totalement en ligne, des formations hybrides, donc qui combinent donc, le distanciel et donc des sessions en présentiel, et puis des formations aussi entièrement en présentiel. Je voudrais citer quelques formations qui ont déjà que ce soit sur le sujet donc de la gestion de projet. Nous avons une formation sur un certificat, je dirais, de la gestion de projet de coopération au développement qui se tiendra prochainement à Alexandrie, donc, sur notre campus. Nous avons une formation certifiante aussi sur la question de partenariat et de la mobilisation de ressources, par exemple, ou des formations aussi plus spécialisées sur le pilotage et l'évaluation de politiques publiques, le montage de projets pour les collectivités locales, donc avec des spécificités claires et aussi la question de l'entreprise. Nous abordons aussi les questions donc, de gestion globale des risques et des crises, donc dans différents certificats, les questions environnementales les questions environnementales qui sont abordées dans d'autres certificats. Je peux citer la formation sur le montage du projet intégrant les changements climatiques. Et au-delà de ça, donc aujourd'hui, avec le baromètre, nous lançons donc deux nouvelles formations, des formations de renforcement de capacité beaucoup plus ciblées sur la question donc, du suivi et évaluation et sur la question donc, de l'évaluation de impact. Donc cette année, nous allons ouvrir une formation certifiante donc, délivrée par l'Université de baromètre sur l'évaluation d'impact donc, des projets de développement.
et puis une formation sur donc, la mise en œuvre donc, du suivi, la conception et la mise en œuvre donc, des outils et du pilotage, donc du suivi et évaluation des processus de développement. Donc, deux formations qui vont être lancées prochainement et pour lesquelles celles et ceux qui sont intéressés pourront donc s'accepter les différents canaux pour pouvoir. Je mettrai quelques lignes dans le chat tout à l'heure. Juste pour terminer mon propos, c'est de dire que on ne finit jamais d'apprendre et aujourd'hui encore plus à l'heure donc des intelligences artificielles. Ce qu'on attend des cadres, ce n'est pas une compréhension conceptuelle des notions, mais c'est une capacité à utiliser cet ensemble de concepts pour délivrer un certain nombre de résultats. Et c'est là où il est utile et indispensable, je dirais même, de rentrer ou de retourner carrément donc, sur les bancs en classe, comme on le dit, pour voilà, renforcer continuellement ses compétences et capacités et obtenir un certain nombre donc, de reconnaissance académique et professionnelle qui vous permet donc de valoriser votre savoir-faire dans différents contextes auprès de vos employeurs ou en tout cas de vos futurs employeurs. Donc voilà un peu c'est simplement ce que je voulais dire chez les Eurasias et je vous retourne la parole. Peut-être s'il y a d'autres questions. Merci. Alors, merci, cher Monsieur Gaël Bossou, pour cette belle présentation des différentes opportunités de formation qu'offre aussi bien l'Université Senghor que le baromètre. Il me plaît bien de retourner également la parole à Monsieur Deogracias pour savoir si, en plus ou en complément des éléments présentés par Monsieur Gaël, s'il voudrait nous entretenir, partager également avec nous d'autres opportunités que nous pouvons toujours saisir, toujours sur le plan de renforcement des capacités, en suivi évaluation, en évaluation d'impact, mais également pour tous ceux qui s'intéressent réellement à la thématique de la donnée. Monsieur Deogracias, vous avez la parole. Merci. D'accord. Merci beaucoup, cher Candide, cher Gaël. Avant peut-être de couvrir quelques éléments ici, je voudrais apprécier la collaboration, le travail collaboratif qui se fait sur le continent en matière de renforcement des capacités. Nos grandes universités, comme l'Université Senghor, travaillent ensemble avec des organisations telles que l'Institut Le Baromètre et il est souhaité qu'on ait davantage de collaboration de cette nature pour répondre à la demande en renforcement des capacités. Au niveau du baromètre, en plus des éléments évoqués par M. Gaël, il faut indiquer que nous avons aussi un certificat de qualification professionnelle qui est en analyse de données quantitatives en évaluation d'impact. Et en dehors de ça, nous travaillons actuellement à stabiliser et lancer le certificat de qualification professionnelle sur les intelligences artificielles appliquées à l'analyse des données qualitatives en évaluation. Et enfin, on a le certificat sur la collecte et la gestion des données en économie du développement. Ça, c'est un certificat en cours. On a d'ailleurs lancé ça il y a quelques semaines et les inscriptions se poursuivent. Deux autres éléments, formations qui me plaît quand même d'évoquer, c'est le camp régional des jeunes et évaluateurs émergents francophones que le baromètre organise depuis quelques années maintenant. Nous en sommes à 8 éditions. La 9e édition aura On a vous recevez plus. On a vous reçoit plus. Donc, votre micro a été coupé. Oui, son micro est coupé. Oh, depuis le début, c'est ça? Non, sur le Donc, camp régional. Non. Alors, merci beaucoup. Il semble que quelqu'un coupe mon micro. Je ne sais pas. Mokhtar, vous coupez mon micro apparemment. Donc, nous avons le camp régional des jeunes évaluateurs émergents francophones et ça s'organise au Sénégal cette année. Je vous invite à regarder ça de près. Et enfin, nous avons l'atelier des évaluateurs en herbe, qui est une autre activité de renforcement des capacités des plus jeunes de niveau collège, qui est également une activité clé
dans la projection de la théorie du changement du baromètre en matière de renforcement des capacités des ressources humaines sur le continent. Voilà, c'est sur ça que je vais donc m'arrêter et remercier les uns et les autres pour votre participation nourrie et laisser la parole à Madame Candide pour la gestion des questions et réponses. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Degracias Ndolo. Et chers participants, nous voilà arrivés au terme de cette présentation et je dois dire et reconnaître que ce webinaire a quand même tenu toutes ses promesses. En plus d'une heure, nous avons voyagé des fondements conceptuels du suivi évaluation jusqu'aux outils concrets d'évaluation en passant par les opportunités de formation qui permettent bien évidemment de transformer ces connaissances en compétences durables. Et ce parcours, vous le reconnaissez tout autant que moi qu'il a été riche, dense et je l'espère immédiatement utile pour chacune et chacun d'entre nous. Et donc, je dirais un grand merci à nos panélistes pour la qualité et la générosité de leurs interventions. Merci également aux différentes institutions, notamment l'Université Senghor et le Baromètre, pour leur engagement en faveur du renforcement du capital humain en Afrique francophone. Et maintenant, le moment que vous attendez peut-être le plus, place à vos questions. C'est votre temps, chers participants, chères participantes, que vous souhaitiez approfondir un concept, interroger une méthode ou explorer une application concrète dans votre contexte, nos intervenants sont là pour vous répondre et n'hésitez donc pas, comme nous en avons convenu au tout début de ce webinaire, à lever la main pour que nous puissions vous passer la parole pour poser votre préoccupation. Alors, qui souhaite ouvrir le bal? Je vais regarder dans la liste en attente. Un instant. Oui, Madame Candide, pendant que vous regardez la liste en attente, je pense qu'on a quelques questions dans le chat aussi qui pourraient nourrir les échanges. Merci. D'accord. Alors, j'ai la main de Monsieur Lassana Touré qui est levée. Oui, Monsieur Lassana Touré, vous avez la parole. Merci. Ok, bonjour tout le monde. Merci aux panélistes. Merci également à la modératrice de m'avoir donné la parole. Et donc, moi, c'est pour deux choses. La première des choses, c'est d'avoir un témoignage, parce que j'ai eu la chance de participer à deux camps d'évaluation, des évaluateurs émergents. Et déjà, il faut dire que c'est des camps qui sont très, très intéressants et qui permettent de baliser le terrain pour ceux qui pratiquent déjà l'évaluation. Et j'invite à tout le monde voilà, je vois qu'il y a plus de 200 personnes en ligne, de s'intéresser à ce camp. Et ma deuxième question, c'est par rapport à au certificat sur les méthodes de suivi, évaluation et d'évaluation de l'impact en collaboration entre le baromètre et l'Université Senghor. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Ça va se faire en ligne, c'est en présentiel, ça sera dans quel pays? Voilà, je pense que ces éléments n'ont pas été abordés. Merci beaucoup. D'accord. Merci, Monsieur Touré. Vos questions sont bien notées et les panélistes auront à les prendre en charge tout à l'heure. Nous allons épuiser la série de mains levées en attente et ensuite retourner la parole aux panélistes pour leur premier tour d'intervention, bien entendu en prêtant attention à l'heure. Donc, dans ma liste, j'ai Monsieur Abdulaziz Khan. Oui, Monsieur Abdulaziz Khan, vous avez la parole. Merci. Alors, Monsieur Abdulaziz Khan, vous êtes avec nous. Si vous êtes en train de parler, sachez que votre micro est fermé et donc que nous ne vous entendons pas.
Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr, Monsieur Khan, vous avez la parole. Merci. Très bien. Alors, je voudrais dire bonjour à toutes et à tous. J'ai demandé la parole maintenant parce que j'ai une autre réunion là tout à l'heure dans une quinzaine de minutes. C'est vraiment, je prends la parole pour me réjouir de cette passerelle entre l'Université Senghor, parce que je me présente d'abord Abdoulaziz Khan, donc je suis un produit de l'Université Senghor, je suis un diplômé de l'Université Senghor, la 3e promotion, 1992-1994. Et enseignant au CESAC et vice-président du réseau francophone d'évaluation. Donc vraiment un peu pro de la francophonie, et je me réjouis vraiment de cette passerelle entre l'Université Senghor, qui est mon institution, et également le baromètre. Le baromètre qui est devenu aujourd'hui également ma maison, dans la mesure où je suis un partenaire du baromètre. J'ai participé à la dernière édition, du baromètre qui s'est tenue à Dassé-Zoumé. J'ai vécu le camp et nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir la prochaine session, la prochaine édition. Deo l'a annoncé tout à l'heure. Et j'invite toutes ces personnes qui sont présentes ici à manifester leur intérêt, et nous sommes prêts à les accueillir. Donc vraiment, c'est de me réjouir de ce partenariat, de cette collaboration entre nos deux institutions, et je sais que ça va augurer de perspectives extrêmement intéressantes. Et je suis vraiment disponible à apporter ma modeste contribution pour la concrétisation de cette relation de partenariat entre le baromètre et l'Université Senghor, mon institution d'origine. Donc, félicitations à Deo et félicitations également aux responsables du partenariat et de l'entrepreneuriat à l'Université Senghor, que j'encourage, que je félicite, et de dire que le succès est au bout de toutes ces initiatives prometteuses que nous prenons pour notre continent, pour notre jeunesse. Voilà les mots que je voulais tenir, et de vous réitérer ma disponibilité et toutes mes fraternelles félicitations. Très bonne continuation. Merci. Merci, cher doyen Khan, pour ces mots qui réconfortent. Nous allons continuer la session, et dans la session des mains levées, j'ai Madame Fatou Diak Diao. Madame Fatou, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par féliciter le baromètre et l'Université Senghor donc pour cette initiative et pour la qualité du webinaire. J'avais quelques questions. Au niveau de la chaîne de résultats agriculture, j'ai remarqué qu'on a juste mis le focus sur les niveaux de résultats, mais pour les intrants et les activités, ça ne figure pas sur la chaîne. Et qu'est-ce qui justifie ce choix? Donc, ça, c'est la première question. Et également, maintenant, pour l'échantillonnage, on a parlé de plusieurs marges d'erreur. Est-ce que dans la pratique maintenant, on a des cas où on justifie le choix de chaque type de marge d'erreur? Et je pense aussi pour les stratégies d'échantillonnage, peut-être par rapport au sujet, on ne peut pas aller dans les détails, mais ce serait bien peut-être dans un autre cadre qu'on puisse expliquer la pertinence de chaque stratégie d'échantillonnage, quand est-ce qu'on doit l'utiliser, et également par rapport aux formules de calcul de la taille de l'échantillon, selon la stratégie d'échantillonnage. Est-ce qu'il y a des formules indiquées, ou bien est-ce qu'il y a une formule qu'on peut utiliser pour plusieurs stratégies d'échantillonnage? Merci. Je voudrais préciser à votre attention que Fatou Diak est membre de l'Association sénégalaise d'évaluation et experte en suivi et évaluation. Merci. Et aussi ancienne élève de baromètre. Merci, Madame Fatou. Merci également au doyen Khan pour cette précision. Je pense que vos questions sont bien notées, seront prises en charge tout à l'heure par Dr. Rondolo.
Nous allons donc... Oh là là, je ne savais pas que mon micro était coupé. Donc, je remercie Madame Fatou et Monsieur Khan et pour leurs interventions. Et j'indiquais à Madame Fatou que ces questions sont bien notées, seront prises en charge par Monsieur Ndolo tout à l'heure. Et nous allons donc continuer cette session de questions-réponses avec Monsieur Toussaint Yetonyon, qui a la parole pour poser sa question ou ses questions. Monsieur Toussaint, vous avez la parole. Merci. Ok, merci beaucoup, madame. Je remercie Dr Ndolo et Monsieur Bonsou Gaël pour ce partage. J'ai deux questions. La première est de savoir si les offres de formation de longue durée à l'université Senghor se font aussi en ligne, à distance, où il faut forcément être inscrit pour faire des cours présentiels. Ma seconde question est de demander au docteur Ndolo si c'est possible d'avoir sa présentation en version téléchargeable. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Toussaint. Vos questions sont bien notées et les différents panélistes auront à y répondre tout à l'heure, notamment Monsieur Gaël sur les aspects liés au renforcement de capacité et Monsieur Ndolo sur les aspects liés, les aspects techniques. Merci. Nous avons également la main levée de Madame Audrey Akewa Tetegan. Madame Audrey, vous avez la parole. Merci. Allô, Madame. Oui, merci pour la parole. Je remercie vraiment les intervenants pour cette initiative. Même si l'heure à laquelle ça a été fait est un peu compliquée parce que on est obligé en fait. Bon, moi j'ai l'impression en tout cas d'avoir suivi ça sous pression parce que je suis à mon lieu de travail actuellement. En fait, je voulais savoir comment on pourrait avoir des coordonnées des présentateurs également pour, demander conseil ou des orientations par rapport à l'activité justement de suivi-évaluation, si c'est possible. Je ne sais pas si après la présentation, on aura peut-être des emails ou des adresses pour demander conseil. Merci. D'accord. Merci, Madame Audrey, pour votre question. Est-ce que je m'en vais rapidement répondre avec eux? Dans le chat tout à l'heure, des coordonnées seront laissées aussi bien en ce qui concerne comment contacter, comment joindre l'Institut Le Baromètre que l'Université Senghor. Mais en plus de cela, dans la présentation qui sera partagée avec vous, des coordonnées seront également laissées dans cette présentation pour faciliter le contact. Merci, Madame Audrey, pour cette... Monsieur Faustin Tokano, vous avez la parole. Merci. Ok. Bonsoir, madame. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et je tiens aussi à remercier les présentateurs, le docteur Edeo Gracias, pour la belle présentation qu'il nous a donnée sur le suivi et évaluation. Alors, je m'aurais demandé concernant les certificats, maintenant, comment ça se fait et les cours, si on peut nous parler, si c'est possible. Hein. Donc ici, il peut nous donner les cours, peut-être que c'est quelqu'un qui veut avoir une certification en analyse de données quanti, en évaluation d'impact. Et quelles sont les conditions et autres? Est-ce que c'est en ligne ou bien en présentiel? Merci beaucoup, madame. Merci, Monsieur Faustin Tokano. Et c'est sur cette question de Monsieur Faustin que je vais à présent retourner la parole aux panélistes pour la prise en charge des questions. Et l'organisation sera la suivante. Monsieur Gaël qui prend en charge toutes les questions liées aux formations, au renforcement de capacité, comment s'inscrire
pour pouvoir bénéficier de ces différentes formations dont nous avons parlé, aussi bien pour les formations concernant l'Université Senghor-Stettimont que les co-formations, c'est-à-dire les formations co-organisées par le baromètre et l'Université Senghor. Et M. Deogracias qui aura également à se prononcer surtout en ce qui concerne l'inscription aux formations organisées par le baromètre et couvrira également les questions qui ont été posées en ce qui concerne les éléments techniques qui ont été couverts. Alors, je retourne la parole dans ce premier temps à M. Gaël pour répondre aux questions liées aux formations. Merci, M. Excusez-moi, madame, est-ce qu'il y aura une deuxième vague donc, de sessions de prise en compte donc, des questions? Parce qu'on a levé la main depuis lors, mais bon, on ne nous a pas donné la parole. Oui, il y aura une deuxième vague, mais tout en restant attentif sur le temps. C'est pourquoi nous avons marqué un arrêt pour laisser la parole aux panélistes pour qu'ils puissent répondre aux questions qui ont déjà été posées. Merci. Monsieur Gaël, vous avez donc la parole. Merci. Ok. Merci, et merci à toutes les personnes. On ne vous reçoit plus, monsieur Gaël. Pardon, mon micro a été fermé. Donc oui, je disais qu'il n'y a pas une formule générique en fait pour l'ensemble des formations et que suivant chaque formation en fait il y a des modalités d'inscription. C'est-à-dire que dans certains cas il y a des bourses par exemple qui sont proposées. Dans certains cas, dans certaines éditions c'est en ligne donc, la première des choses qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut suivre les canaux officiels de l'université, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, notamment Facebook et LinkedIn, les pages de l'université Senghor, le site de l'université Senghor sur lequel les appels à candidature sont donc publiés. Et puis, vous avez une autre plateforme qui s'appelle la plateforme de candidature sur laquelle vous pouvez aussi retrouver donc, les appels qui sont donc, sur cette plateforme-là, vous retrouvez toujours donc, les appels et les modalités qui vont avec l'ensemble des formations. D'une manière générique, donc, vous avez des formations et suivant le niveau de professionnalisation qui est attendu dans le parcours, vous pouvez avoir une phase en ligne, donc à distance, comme avec une série de webinaires et d'activités à distance, et puis une formation en présentiel ou une formation qui combine les deux modalités. Donc, tout cela est possible. De manière générale, vous allez retrouver que les formations certifiantes sont un des tarifs entre 500 et 3 500 euros. Enfin, entre 300 000 disons, CFA et environ 2 millions. Ça dépend de la durée de la formation et du sujet, de la manière dont c'est toujours précisé dans la modalité d'inscription. Donc, il faut checker ça. Pour les formations que nous allons lancer cette année avec le baromètre, ce sont des formations qui auront lieu en hybride. Donc, il y a donc, les derniers détails qui sont en cours. Donc, l'OME pour accueillir donc, des formations. Donc, Abidjan aussi a été identifié comme une plateforme donc accueillir une de ces formations. Donc, on a gagné avant les prochains jours. Je pense que ceux qui sont connectés pourront priorité donc voilà ce que je voulais dire rapidement. Merci. J'aime bien les différents liens. Et ce soit, d'une manière générale, vous avez une adresse, vous pouvez contacter, vous avez différents sites que vous pouvez aussi utiliser. D'accord. Merci, Monsieur Gaël, pour ces éléments de précision. Je vais également laisser la parole à Monsieur Deogracias Ndolo
pour quelques éléments de précision en ce qui concerne l'inscription aux différentes formations, CQP et camp régional, atelier des évaluateurs en EBRE, qu'organise le baromètre avant, bien sûr, de prendre en charge également les questions liées aux éléments techniques abordés durant ce webinaire. Merci. OK. Merci bien, Madame Candide, et merci à tous les participants qui ont posé des questions et aussi aux questions écrites dans le chat. En ce qui concerne l'inscription, la participation au certificat que le baromètre offre, en réalité, ça varie un peu, donc c'est difficile de tout couvrir parce qu'on a une planification annuelle. Donc, j'allais proposer, au regard du temps qui nous reste, de bien vouloir vous inscrire sur nos chaînes d'information, les canaux officiels pour être informé au fur et à mesure des opportunités qui émergent. Mais la plus immédiate, c'est le certificat de qualification professionnelle en collecte et gestion des données en économie du développement. Les inscriptions sont lancées présentement. Le coût est à 300 000 CFA, donc un peu moins de 500 €. Et aussi, vous allez voir dans le chat les détails relatifs aux accès, les emails et consorts. Pour ce qui est il y a une question qui a demandé si on reçoit des stagiaires, des mentors, des jeunes évaluateurs. Oui, en fait, le baromètre a un centre d'incubation, de recherche et d'innovation en suivi, évaluation, technologie et digitalisation. Ce centre accueille des stagiaires, accueille des mentors de la diaspora, du continent. Et donc, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, il suffira de nous écrire par les voies qu'on a indiquées dans le chat pour pouvoir apporter votre contribution, pour aussi vous faire des opportunités de travail, de collaboration, parce que c'est aussi un environnement de grandes compétences. Le baromètre en a besoin. Si vous en avez, vous pouvez valoriser vos compétences et donc jouir des fruits associés à cela. Et si vous êtes tout jeune, on fait de l'espace à accueillir des gens venus d'autres pays, pour être pas ici à notre siège au Bénin, mais tout récemment, on a aussi enclenché la possibilité pour ceux qui le veulent de pouvoir représenter le baromètre dans leur pays, bien sûr aux normes et standards de l'organisation. Voilà les éléments liés aux formations, aux stages et associés. Pour ce qui est des aspects techniques relatifs au cadre logique et échantillonnage, je vais donner quelques éléments de réponse et vous inviter à vous inscrire pour les certificats pour qu'on creuse davantage et se renforcer. Première question relative à la chaîne de résultats. Oui, en réalité, la chaîne de résultats au sens strict, au stricto sensus, c'est les résultats. Ce n'est pas les activités ni les inputs. Raison pour laquelle j'ai opté de me concentrer sur les résultats et les différents niveaux de résultats. Mais vous n'avez pas tort de vouloir faire l'ouverture vers voilà, les activités, les inputs. Quand on se verra dans un autre monde, on pourra mieux clarifier quand est-ce qu'il faut intégrer les deux autres composantes qui sont à l'entrée de la chaîne des résultats. Pour ce qui est de la marge d'erreur, oui, idéalement, les marges d'erreur, on les justifie autant que possible. Parfois, c'est dû à des contraintes budgétaires, du fait de la taille d'échantillon. Il y a ce que nous appelons la discussion de la puissance statistique. Il y a un certain nombre d'aspects techniques derrière pour justifier. Et aussi les risques associés à une erreur trop grande. Parce que si vous commettez une grande erreur dans le décollage des avions, attention, on ne va pas vous laisser aller à 10% d'erreur, quoi. Voilà. Donc, tout dépend, ça s'analyse, ça se justifie. Et la pertinence des choix d'une stratégie d'échantillonnage, ça c'est clé. On ne peut pas juste choisir un échantillonnage stratifié parce qu'on le veut comme ça. Non, ça doit pouvoir se justifier. Et techniquement, ça se justifie aussi. Un échantillonnage aléatoire simple, ça se justifie également. Et Madame Fatou, je sais que vous et moi,
on a cette inclinaison, ce goût pour ce volet des métiers de l'évaluation. Donc, on peut continuer par en discuter. Et la taille d'échantillon, est-ce qu'elle est obligatoire? En réalité, si vous êtes en analyse quantitative, c'est indiscutable que vous avez besoin de déterminer la taille d'échantillon. Pourquoi? Pour assurer la validité et la robustesse de vos résultats. Sinon, vous ne pouvez pas convaincre vos pairs normalement, quoi. Et je pense que, en gros, c'est les éléments de réponse que j'ai. Et je vais peut-être finir sur la question. Il y a une question qui est écrite, qui est de savoir si le baromètre est basé au Bénin. Oui, c'est vrai que bon, ce webinaire n'a pas fait un focus sur le baromètre en tant qu'organisation, mais il faut noter que le baromètre est basé au Bénin. Nous avons notre siège ici. Nous intervenons surtout dans les pays francophones d'Afrique et par partenariat dans l'ensemble des pays du continent et au-delà, dans la francophonie globale, comme on l'appelle. Et le baromètre est très ouvert à travailler avec d'autres compétences de la diaspora et du continent, raison pour laquelle, si vous voulez entrer dans un groupe comme celui-là, n'hésitez pas à nous écrire, que vous soyez débutant ou que vous soyez déjà expert établi. Il y a des modèles de collaboration qui sont ouverts et auxquels nous vous invitons à souscrire. Voilà, Madame Candide, merci encore une fois. Je vous laisse la parole au regard de l'heure qu'il est. Merci. Merci, Monsieur Deogracias, pour ces réponses aux questions. Merci également à Monsieur Gaël pour la prise en charge des questions. Nous avons encore beaucoup de mains levées, même si le temps qui nous est imparti a tiré à sa fin. Je me permettrai quand même de prendre une ou deux questions. Nous nous accorderons au plus 5 minutes, prendre une ou deux questions, essayer de répondre à cela et enfin clôturer la séance. À cet effet, j'ai à mon écran les mains levées de Monsieur Didier Iffon. Monsieur Didier, vous avez la parole pour poser une question qui sera prise en compte par nos panélistes. Monsieur Didier est avec nous. Oui, je suis là. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'accord. Vraiment, j'ai posé la question déjà dans le chat, mais je vais encore reposer ici. Je voudrais savoir, en fait, en ce qui concerne les techniques de mesure d'évaluation d'impact des technologies là, est-ce que nous avons un livre à disposition pour ça? Vous me recevez? Monsieur Didier, je ne vous entends pas bien. Vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? Ok, je demandais si est-ce que nous avons des documents de suivi concernant les mesures d'impact pour les technologies et innovations. D'accord. Votre question, elle est bien notée. Nous allons y répondre tout à l'heure. Le temps de donner la chance à une deuxième intervention. Et je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, mais je vois Shalom qui a levé la main. Oui, monsieur, madame Shalom, vous avez la parole pour une question. Merci. Et je voudrais encourager également le reste des participants qui ont levé la main à bien vouloir laisser leurs questions dans le chat pour nous permettre de les prendre en charge, de pouvoir en prendre connaissance, et les panélistes tout à l'heure en voulant répondre pourraient aborder certaines de ces questions. Donc, vous êtes priés de bien vouloir laisser vos questions dans le chat. Merci. Oui, monsieur. Merci. Ok, c'est madame. Merci, madame. C'est madame. Je reprends au nom de mademoiselle Yuva Shalom. Je suis étudiante en fin de formation de planification de développement à l'Université de Cara. J'ai une question par rapport, déjà je remercie les panélistes. J'ai une question par rapport au stage. Vous avez dit que le baromètre est basé au Bénin.
Bon, je sais pas si c'est un peu déconcentré. S'il y a un au Togo où nous pouvons aussi demander des stages, un peu de renforcer nos capacités et compétences en matière de suivi et évaluation. Merci. Merci, madame. Et c'est sur ces deux questions que nous allons clôturer la session de questions. Laissez la parole aux panélistes pour se prononcer. Monsieur Deogracias d'abord et ensuite Monsieur Gaël s'il a des éléments à ajouter. Alors, Monsieur Deogracias, vous avez la parole pour la prise en compte de ces deux questions. Merci. Oui, merci beaucoup aux participants pour les questions. Bon, en matière de représentation du baromètre au Togo, non, nous avons plutôt de partenaires au Togo, mais le baromètre lui-même n'est pas présent au Togo. Mais heureusement, le Lomé, bon, Kara un peu plus haut, c'est vrai. Mais si vous voulez venir au Bénin, nous avons les infrastructures et les dispositions institutionnelles requises pour vous faciliter votre séjour ici au bureau pour votre stage. Et parlant de... Bon, j'ai vu une question sur la taille d'échantillon pour les enquêtes de satisfaction. Question très spécifique. Merci simplement de reprendre contact par email pour qu'on puisse en discuter. Et sur la première question, je n'ai pas vraiment de contribution que de nous encourager à poursuivre toute cette discussion. Le matériel sera partagé, l'enregistrement de ce webinaire, donc sans aucun doute, on ne pourra pas tout couvrir et je vais laisser la parole à Gaël pour des compléments. Merci. Madame Candide, Monsieur Gaël. Peut-être en attendant, une question sur les outils de planification, en attendant qu'il nous revienne. Oui, effectivement. Je pense que le micro de Monsieur Gaël est fermé. Je ne sais pas s'il nous entend. Monsieur Gaël? Certainement un problème technique. Oui, Monsieur Deogracias, je vous laisse la parole et nous allons profiter pour entamer progressivement la descente et peut-être en prenant en compte la question évoquée tout à l'heure, mais surtout pour partager avec nous votre mot de fin. Merci. Oui, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, très ouvert à continuer par répondre aux questions, par interagir, par email, par WhatsApp également. Il suffit de regarder dans le chat, vous allez avoir nos contacts, comme là aussi promis Madame Candide. Dans le partage du matériel, vous aurez les détails requis pour contacter Monsieur Gaël et moi, nos deux institutions, le baromètre ainsi que l'Université Senghor. Et cela m'amène à mon mot de conclusion qui est celui d'apprécier le temps que plus de 300 participants à ce webinaire ont consacré. C'est vraiment à vous tout le mérite parce que vous nous avez donné l'opportunité de partager avec vous quelques éléments. C'est vraiment apprécié. Je profite pour saluer au passage mon frère, le grand seigneur Abdelaziz, pour tout ce qu'il fait également pour contribuer au renforcement des capacités sur le continent. Et enfin, encourager le partenariat stratégique entre nos organisations afin de satisfaire à cette question majeure de la capacitation continue sur le continent. C'est un engagement du côté du baromètre et nous allons sans aucun doute pouvoir continuer par le faire en restant bien sûr à votre écoute, en travaillant avec vous. N'oubliez pas, il
il y a de l'espace pour collaborer, vous avez de l'espace pour exprimer vos potentialités avec le baromètre. Merci encore une fois et je m'en tiens là pour nous souhaiter bon après-midi. Merci, madame. Merci, Monsieur Deograssi. Merci, Monsieur Deograssi. Alors, Monsieur Gaël n'est toujours pas avec nous. Nous allons devoir clôturer la séance. Et alors, chers participants, nous arrivons au terme de ce webinaire et j'espère que ce temps partagé vous aura permis non seulement de mieux appréhender les fondamentaux du suivi et de l'évaluation, mais surtout de comprendre leur rôle stratégique dans la conception, le pilotage et l'amélioration des interventions de développement des politiques publiques et programmes. Alors, je vous remercie sincèrement pour votre attention, votre participation, mais surtout pour la qualité des échanges. Et pour ceux que je rencontre pour la première fois, permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis Madame Candide Tamadaro, je suis gestionnaire de projet au sein du groupe Le Baromètre et spécialiste en suivi et évaluation et en appui à la production, à l'accessibilité et à l'utilisation des données probantes pour la décision publique. Et nous espérons que ce webinaire n'est qu'un point de départ et serons ravis de pouvoir poursuivre les échanges avec vous, que ce soit dans le cadre de formation, d'accompagnement ou même de collaboration future. Suivez-nous sur nos canaux, nos réseaux sociaux, suivez le baromètre, suivez l'Institut, l'Université Senghor. Je pense que les adresses ont été laissées dans le chat et au plaisir de vous retrouver très prochainement sur nos prochaines activités. Merci et excellente soirée à tout le monde. Merci, Madame Candide. Merci. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Prochainement. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à la prochaine. Vous voyez le lien pour l'enregistrement de la séance, de la rencontre, pour que nous puissions avoir assez et reméditer pour revenir encore peut-être pour d'autres questions ou préoccupations. Merci beaucoup.
Oh, bon, il y avait quoi?
Ouais.